Bonjour, bienvenue à Géopol. Nous allons parler aujourd'hui de l'Union européenne face aux révoltes démocratiques et populaires. Je reçois pour traiter de ce sujet Bruno Gollnisch. Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Donc, qu'on ne présente plus à nos téléspectateurs, donc député européen du Rassemblement national. Et donc nous allons parler de cette Europe, donc de l'Union européenne, et de ce qui se passe, de ce que l'on appelle les mouvements ou les gouvernements populistes. Alors il y a eu depuis les années 2000 divers gouvernements en Europe qu'on qualifiait d'extrême droite ou de nationalistes, notamment un peu en Hongrie, quoique le gouvernement était issu d'un parti dit conservateur, en Autriche, avec Jörg Haider, parfois en Pologne ou en Italie, mais depuis quelques années, le mouvement est beaucoup plus important, beaucoup plus stable. Donc ce sont des pouvoirs qui sont réélus très largement, ce qui inquiète énormément les dirigeants de l'Union européenne. Et le terme a changé, on parle moins d'extrême droite, on parle de plus en plus de mouvements populistes sans savoir trop ce que cela veut dire. Et l'on pointe du doigt divers gouvernements qui ne respecteraient pas la démocratie, les libertés, les journalistes, ainsi que les hauts fonctionnaires comme ceux de la justice. Et donc, au final, on arrive à des sanctions de l'Union européenne votées au Parlement contre, par exemple, le Premier ministre Viktor Orban en Hongrie. Donc nous allons commencer peut-être par ça. Bruno Gollnisch, vous êtes député européen, vous avez vécu un peu cette demande de sanctions dans les détails dont on nous a peu parlé. On nous dit de façon un peu rapide, sans entrer dans les détails, qu'il ne respecterait pas la démocratie, puis voilà, il faut le sanctionner. Mais alors, qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Il y a un très volumineux rapport qui est dû à une députée écologiste, écologique, je ne sais pas, Madame Mogherini. Française ou allemande? Non, elle n'est pas française. Je crois qu'en dépit de son nom italien, elle est peut-être de nationalité belge ou néerlandaise, je crois. Mais, oui. D'ailleurs, on nous a peu dit que ça venait d'une députée écologiste. Oui, bien sûr. Ce rapport est un monument de... je ne peux pas dire de sottise, parce qu'il est assez pervers, donc, mais de contre-vérité. D'ailleurs, quand on le lit attentivement... Il se détruit lui-même. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de griefs, comme ça, qui sont formulés contre la Hongrie, et dont on s'aperçoit que, au fil des pages, on finit par nous dire que la Hongrie a fini par complaire aux exigences qui lui étaient formulées. Et que, alors je vais donner un exemple très concret, par exemple. C'est vrai que la Hongrie, sans doute dans l'espoir, effectivement, d'en finir avec certains magistrats de sa Cour suprême ou Cour constitutionnelle, qui était hérité du système communiste, qui a martyrisé ce pays pendant plus de 50 ans, avait fixé un âge de retraite de tous les magistrats à 62 ans. En fait, c'est une sorte de départ anticipé. Voilà, si l'on veut. Mais c'était le même pour tout le monde. Donc, on a incriminé la Hongrie en disant c'est affreux, c'est discriminatoire, parce que ce qu'ils voulaient, c'est avoir, en quelque sorte, la peau des magistrats de la Cour suprême qui ne convenaient pas au gouvernement de M. Orban. Mais je ne vois pas comment on peut parler de discrimination dès lors que l'âge de la retraite est le même pour tout le monde. Premièrement. Mais deuxièmement, on s'aperçoit que la Hongrie ayant été tensée par la Cour européenne, alors je ne sais plus si c'est la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne, je ne sais pas si c'est Luxembourg ou Strasbourg, peu importe, finalement la Hongrie s'était inclinée. Elle s'est inclinée en ce sens que elle est revenue à un âge de, je ne sais plus, 65 ou 67 ans, pour la retraite des magistrats. Elle a réintégré ceux qui avaient été mis à la retraite. Elle leur a payé plein pot le temps qu'ils avaient passé en retraite comme s'ils avaient été en activité. Et dès lors, on ne voit pas très bien ce grief. Eh bien, il en est ainsi
pratiquement pour toutes les têtes de chapitre. Alors, pardon de vous couper, mais oui. vous nous donnez une information que aucun média nous avait donnée, parce qu'on était resté sur le fait qu'il avait limogé des magistrats. Point final. Voilà. Personne ne nous a jamais dit. Moi, je l'ai lu, le rapport Mogherini. Oui. Voilà, je l'ai lu, j'ai voté dessus. Oui. Et point par point, phrase par phrase, quelquefois mot par mot, et ainsi que mes amis du Rassemblement national et du groupe Europe des Nations et des Libertés que présidait Marine Le Pen avant d'être élue à l'Assemblée nationale. Et par conséquent, mais il en va de même dans d'autres domaines. Par exemple, il y a une université libre qui est en réalité une université un peu de propagande mondialiste qui est financée par M. Soros. On va parler de George Soros tout à l'heure. Alors, cette université, les autorités hongroises exigent que les enseignants étrangers fassent une demande de visa, se conforment à la réglementation sur l'entrée et le séjour des étrangers dans leur pays. Je pense que exactement la même chose se produirait si jamais il y avait des universités libres en France. Il n'y en a pas beaucoup. Il est très difficile en France de créer des instituts d'enseignement supérieur libres par conséquent, dans ce domaine, la situation de la Hongrie est tout à fait comparable à ce qu'elle est ailleurs. On fait grief de toutes sortes de choses. Nous avons eu l'occasion de dire, j'ai eu l'occasion de dire à quelques collègues européens qui étaient plutôt remontés contre la Hongrie, contre la Pologne aussi, parce qu'on fait le même genre de grief à la Pologne sur les magistrats. Je leur ai dit, mais vous savez comment ils sont nommés chez nous, les magistrats constitutionnels, c'est-à-dire les membres du Conseil constitutionnel? Ils sont nommés 3 par le président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire par 3 personnages qui peuvent parfaitement être de la même couleur politique. C'est arrivé. Il y en a en tout cas 2 sur 3 qui sont généralement, nécessairement de la même couleur politique. Bon. Et c'est une nomination purement politique, absolument discrétionnaire, faite par une seule personne, sans même qu'il y ait une condition de compétences juridiques. Alors que, par exemple, en Pologne ou en Hongrie, il est bien précisé qu'il faut être une personnalité éminente dans le domaine de la magistrature, de l'enseignement du droit, que sais-je encore. Bon. Mais on voit là qu'on reproche à ces gouvernements des choses que non seulement nous faisons, mais nous faisons en pire. C'est-à-dire que même sur les journalistes, on leur reproche alors je ne sais pas dans les détails ce qu'on leur reproche, qu'on ne nous le dit pas. Mais on se rend compte que nous, on n'arrête pas de dire que ça soit pour la Russie même, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais on fait des reproches tout le temps à ces pays de ne pas respecter la liberté de la presse. Mais quand on regarde dans les détails, je ne suis pas sûr que nous, en France, la liberté de la presse, vu l'ostracisme dont on... Absolument. La presse est unicolore. Toute la presse et les médias français sont pratiquement la propriété de 3 groupes. Oui, puis surtout, on voit des débats qui n'en sont pas. C'est-à-dire que chaque fois qu'on regarde des débats, c'est dans deux le cas personnes de qui la sont d'accord. Hongrie, on a reproché à la Hongrie la vivacité des débats. Donc, il aurait généré un climat délétère, en quelque sorte, un climat d'affrontement, la vivacité des débats dans les médias, précisément, hongrois. C'est-à-dire qu'on marche complètement sur la tête. Quoi. Alors, ce sont des fous qui... Alors, moi, je suis entièrement de votre avis. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est quand tous les débatteurs sont du même avis. Oui, à une nuance près, c'est même plus un débat. Voilà. Mais revenons un peu sur... C'est intéressant parce que l'histoire des magistrats, alors bon, il a cédé finalement à l'Union européenne, mais... Et ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien, évidemment. Comme quoi, lorsqu'on cède, finalement, c'est même pire. Mais... finalement, ce qu'il a fait, c'est ce qu'on aurait dû faire dès la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait le procès du communisme. Bien sûr. Alors, on a commémoré plutôt le centenaire de la Révolution d'octobre l'année dernière. Il y a eu quelques colloques sur ce sujet. On a réclamé même les excellents efforts de notre ami Bernard Antony qui a réclamé un procès du communisme. Mais tous ces pays n'ont pas fait, entre guillemets, le ménage. C'est-à-dire qu'on a fait le procès de Nuremberg après le chute du nazisme, et puis on n'a rien fait. Ce qui fait que tous les anciens cadres de ces partis communistes qui étaient responsables de millions de morts
peut-être pas les plus en vue, mais les seconds couteaux, on va dire, entre guillemets, se sont recyclés dans ces pays, et puis vous venez de le dire, se retrouvent dans des cours suprêmes. Mais je les vois au Parlement européen. Oui, non mais puis encore, parce que ce sont des juges. Les anciens cadres de l'appareil de Ceausescu en Roumanie, ils se sont rebaptisés socialistes, et ils sont membres du groupe socialiste, il n'y a aucun problème. Et encore, c'est les pires, parce que la Roumanie, c'était un des pires régimes de Ceausescu, mais donc ils se retrouvent dans des cours suprêmes qui entravent le travail des gouvernements en place qui ont été élus démocratiquement. Alors finalement c'est de bonne guerre. Et encore, il ne les a pas mis en prison ni jugés, puisqu'il les a juste fait partir à la retraite, comme vous dites, retraite dorée. Mais parmi les... Alors il y a d'autres griefs contre la Hongrie qui tiennent à ce qu'on appelle les questions sociétales, par exemple. C'est-à-dire toute réticence sur l'avortement est considérée comme un crime. Autrefois, c'était l'avortement qui était considéré comme un crime. Maintenant, c'est le fait de ne pas en vanter les louanges, pas en... Alors qu'il c'est un gouvernement élu démocratiquement, bon. Donc c'est-à-dire que, en principe, c'est la volonté du peuple. Absolument. Mais alors ça vaut en particulier pour la Pologne, où pourtant l'avortement existe aussi en Pologne, mais... comme en Hongrie, mais c'est pas encore assez. Il n'y a pas d'apologie. On lui reproche de ne pas en faire d'apologie. Et pareil pour quelque chose qui tient beaucoup à cœur à la majorité de ce Parlement européen et qu'on retrouve absolument à toutes les sauces, c'est le LGBT. Oui. La Alors promotion rappelons aux téléspectateurs ce que cela veut dire. Des lesbiennes, gays, bi et transsexuels. Alors maintenant, d'ailleurs, on a rajouté quelques lettres à cet acronyme. Il y a LGBTIQ, c'est-à-dire lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, intersexuel et queer. Alors, vous savez, je croyais, à mon âge, à peu près tout savoir dans ce domaine, enfin, au moins intellectuellement. On en découvre tous les jours. Oui, il y a les transgenres aussi. Voilà, c'est ça. C'est les gens qui refusent d'avoir un sexe. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et donc, et alors là, il faudrait qu'il y ait une promotion systématique. Et en Hongrie, non, ça n'existe pas. On n'arrive pas à trouver des traces véritablement de persécution à l'égard des homosexuels, mais mais le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de promotion de ces notions-là est imputé à tort au gouvernement hongrois. Et alors il y a par exemple un grief de sexisme. Parce que il semblerait que le gouvernement hongrois ne considère pas forcément que dans tous les domaines, les rôles des hommes et des femmes doivent être parfaitement interchangeables. Alors ça va aussi, c'est un blasphème, ça aussi. Et alors, tenez-vous bien, c'est écrit en toutes lettres dans le rapport de Mme Mogherini. C'est écrit en toutes lettres dans le rapport. C'est vraiment un des griefs principaux que l'on fait contre la Hongrie, c'est que dans les livres, dans les manuels scolaires destinés aux enfants de petits bouts de chou, de la maternelle ou de l'école primaire, les femmes sont généralement représentées sous les traits d'épouse ou de mère. Oui, ce qui semble naturel. Là, vous avez dit quelque chose. J'ai dit un gros mot. Vous avez dit un gros mot, c'est très répréhensible, c'est très mal. C'est écrit en toutes lettres, encore une fois, dans le rapport. On lui reproche ce qu'il ne fait pas, non pas ce qu'il fait, mais ce qu'il ne fait pas. Absolument. Et alors tout ça, ce serait contre les valeurs de l'Europe, des valeurs qui ne sont absolument pas définies, et pour cause, que je crois totalement contraire, moi, aux vraies valeurs de la vraie civilisation européenne, mais qui sont les... comment dire, le relativisme moral et l'hédonisme individuel promus au rang de valeur suprême par l'Union européenne. Donc en réalité, on lui reproche de ne pas avoir la même politique qu'ils voudraient eux qu'il est. C'est-à-dire que c'est juste politique. C'est une démarche totalitaire, en réalité. Oui, exactement, parce que si je comprends bien, on lui reproche de... Même, on va plus loin que ça, parce que vous parlez de problèmes qui concernent la société, donc ce n'est même pas politique, c'est plus loin que ça. Et on lui reproche de ne pas faire de la propagande dans leur sens. Qui ne relèvent pas des compétences de l'Union européenne. Ce que tout ça a à faire avec la démocratie et la liberté de la presse, d'ailleurs. Non. Parce que tout ça nous est présenté dans les médias, sous un terme générique, liberté de la presse. D'ailleurs, je comprends pourquoi maintenant on ne donne pas de détails, parce qu'en fait... Non, on ne donne aucun détail. Alors, il faut lire ce rapport Mogherini, je regrette de ne pas vous l'avoir apporté. J'aurais pu lire des extraits et vos téléspectateurs auraient pu voir que je n'exagère absolument rien.
Alors, je dois dire que c'est d'autant plus curieux que moi, j'ai une expérience de démocratie, si j'ose dire, avec Madame Mogherini. C'est que nous avons été, elle et moi, et 2 ou 3 autres parlementaires, nous avons été appelés comme observateurs pour surveiller les élections en Tanzanie. Oui. Parce qu'en Tanzanie, vous savez, la Tanzanie, c'est cet État africain qui est composé de l'ancien Tanganyika et de Zanzibar. La Tanzanie avait fait appel pour que ces élections soient indiscutables à certains observateurs internationaux. Et alors, voilà, je me suis retrouvé vêtu d'une casaque, avec carnet en main, et moi j'étais affecté à Zanzibar. Bon. Et avec mon collègue italien, nous avons fait presque tous les bureaux de vote de Zanzibar à l'improviste, et c'est extraordinaire de voir comment ce pays pauvre avait réussi un véritable tour de force. En ce sens, par exemple, qu'à l'entrée de chaque bureau de vote, vous aviez un placard avec la photo, petite photo, genre photomaton, de tous les candidats, les citoyens inscrits au bureau de vote. D'accord. Les bulletins de vote, c'était un bulletin de vote unique, sur lesquels il y a les noms, alors on coche simplement les noms de tous les candidats avec le site de leur parti et un visuel pour que les gens qui ne savent pas lire puissent s'y retrouver. C'était fait très sérieusement. J'ai vu le dépouillement le soir, il y avait des dames qui comptaient soigneusement les bulletins, assises par terre, parce qu'il n'y avait même pas de chaises et de table. Bon, on a vu que les isoloirs étaient là, en revanche, les urnes étaient scellées. Et ces élections m'ont paru impeccables à Zanzibar. Et elles ont cependant été annulées. Sans doute parce que le parti d'opposition l'avait emporté. Bon. Et je m'en étais plaint à Madame Mogherini. J'ai dit, mais à quoi cela sert-il que nous servions de caution, en quelque sorte, comme observateurs dans ces élections? Nous attestons qu'elles sont régulières et nous apprenons que le résultat est annulé, et je lui avais demandé d'intervenir. Je n'en ai jamais entendu parler. Je crois que ça ne la gênait pas du tout. Ça n'a pas eu l'air de la gêner outre mesure, en tout cas. Ah oui, ça donne une idée de, en fait. Voilà. Et alors cette personne, au milieu des ovations, a obtenu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il s'agit de la mise en œuvre de l'article 7 des traités. Là, on revient sur les sanctions. Oui. D'accord. Parce qu'en réalité, pour le moment, il n'y a pas de sanctions. Je vais vous dire. Alors justement, j'allais vous demander, on a voté des sanctions, mais on n'a pas très bien compris quelles sont les conséquences de ces sanctions et sur quelle base. On a voté, plus exact, on n'a pas voté les sanctions. On a voté, parce que ça échappe au pouvoir. Oui, c'est comme ça que c'est présenté au Bien sûr. au on a voté une demande de sanctions. D'accord. Qui ne pourrait être prononcée que par le Conseil. Voilà. Lequel s'en garde bien. Le Conseil, je vous rappelle, c'est la réunion des ministres, éventuellement, des chefs d'État et de gouvernement des États membres. Le Conseil se gardera bien, à mon avis, de déférer à la demande de la majorité du Parlement européen. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pas fous. Après, malgré tout, les gouvernants sont moins fous que mes collègues parlementaires. Et après le Brexit, ils se disent qu'ils n'ont peut-être pas intérêt trop à pousser la Hongrie à partir. À pousser la Hongrie à partir, et voilà. Et il est certain que après le Brexit, après l'élection de Trump, après les poussées électorales dont vous avez parlé en Hongrie, mais en Italie, en Autriche, en Pologne, etc., en France, puisque nous sommes quand même, nous étions arrivés en tête. Oui, bien sûr. Lors de la dernière élection, et les sondages prévoient qu'il est très possible que nous recommencions cet exploit. Eh bien, n'importe qui, en présence d'échecs aussi considérables que ceux de l'Union européenne à l'heure actuelle, poserait son sac sur le bord de la route, s'assiérait un instant et réfléchirait en se demandant s'il n'a pas pris le mauvais chemin. Mais malheureusement, la majorité des parlementaires européens, c'est exactement l'inverse. Et ce qu'on entend dans la bouche des européistes, des eurocrates, etc., c'est que s'il y a ce rejet des peuples, c'est parce qu'on n'est pas encore allé assez loin. C'est ça, oui. Il faut leur dire que voilà, il faut encore plus d'Europe, disent-ils. Oui. C'est-à-dire persévérer dans la même voie tout à fait néfaste et qui méconnaît la liberté et l'indépendance et la souveraineté de chaque nation. C'est ça. Mais alors, on se demande même si le Parlement européen, en votant
ils sont peut-être pas si naïfs que ça. Peut-être qu'ils savent très bien qu'il n'y aura pas de sanctions, mais c'est un coup de communication un peu. Hein. C'est pour. Oui, mais il faut pas le négliger, parce que tout ça contribue à créer un état d'esprit dans lequel un certain nombre de pays se retrouvent en position d'accusés. Voilà. Vous savez, c'est la politique des petits pas. Voilà, on découpe le saucisson en tranches. Donc pour le moment, c'est une résolution du Parlement européen qui demande au Conseil la mise en jeu de l'article 7. La mise en jeu de l'article 7, ce serait la possibilité de priver la Hongrie de droit de vote au Conseil européen. Ce serait évidemment une humiliation qui, je pense, raviverait d'ailleurs un certain nombre de plaies dans ce pays, dont je rappelle que, parce qu'en ce moment, on célèbre à juste titre le 100e anniversaire de l'armistice, on célébrera un peu moins celui du traité de Versailles, mais on en parle quand même. Mais on dit que le traité de Versailles a été un très mauvais traité, parce qu'il humiliait l'Allemagne, qu'il n'était pas viable, etc. C'est plus ou moins vrai. Parce que si l'Allemagne avait eu la sagesse de rester dans ses frontières du traité de Versailles de 1919 ou de 1937, en s'arrêtant là, elle serait encore plus grande et plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. En revanche, la Hongrie, elle, a été privée des 2/3 de son territoire historique. Alors je sais bien qu'il y avait d'autres populations que les Hongrois, il y avait des Roumains, il y avait des Slovaques, des Croates, etc. Mais elle a été amputée au passage de millions de Hongrois, y compris de Hongrois qui bordaient ses frontières. Oui, puisqu'il y a aujourd'hui en Hongrie, dans ces pays voisins, aussi des populations... il y a encore des minorités hongroises. Sûr, oui. Et par conséquent, la Hongrie s'est estimée, à juste titre, vraiment meurtrie par, en l'occurrence, le traité de Trianon, qui la concernait. Et là, le nom de Clémenceau n'est pas très populaire en Hongrie, j'aime autant vous le dire. Et je pense que ça pourrait raviver précisément des rancœurs légitimes. Mais vous ne trouvez pas que cette communication, parce que moi je l'appelle une sorte de coup de communication, hein, le vote pour ces sanctions, qui, comme vous dites, n'aurait pas lieu, est aussi un moyen de montrer du doigt, de culpabiliser non seulement le gouvernement hongrois, mais un peu tous ces mouvements en Europe, y compris le vôtre en France. À chaque fois que vous êtes sur un plateau télé ou dans un débat, on va vous dire, mais ce que vous dites a été sanctionné, donc ce qui voudrait dire en inconscient illégal, vous savez bien. C'est un coup, c'est pas seulement un coup de communication, c'est une opération, c'est une des nombreuses opérations de guerre psychologique auxquelles on assiste et qui tendent toutes à, comme par exemple le livre de Zemmour le montre très bien, mais il n'est pas le seul, hein, ou de Patrick Buisson, de Jean-Michel Vernocher, enfin beaucoup d'autres. Ce sont des opérations qui tendent toutes à priver les peuples, les nations, de leur droit à l'autodétermination, de leur liberté, en les culpabilisant. Et donc chaque argument électoral que vous aurez dans cette campagne à venir, on pourra vous répondre, mais c'est illégal puisque ça a été sanctionné. Enfin, j'ai l'impression qu'on érige un vote politique en une sorte de décision juridique, vous voyez. On voit la manipulation. C'est ce qu'ils font dans l'affaire des assistants parlementaires, par exemple. C'était là aussi, c'est un coup de force absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'on reproche à des députés eurosceptiques dont je suis, qui sont hostiles à l'évolution désastreuse actuelle de l'Union européenne, on leur reproche l'usage des moyens qu'ils tiennent de leur élection démocratique, et qui est un usage qui est parfaitement conforme à ceux de l'ensemble des parlementaires européens. Et on essaie par ce biais-là de les déconsidérer, voire de les ruiner, de les faire condamner, que sais-je encore. Et ben là c'est un peu pareil. Il en est de même des individus, il en est de même des États. Mais d'ailleurs, on vous a déjà reproché à plusieurs reprises, moi je l'ai entendu, de vous présenter aux élections européennes. Parce que moi j'entends l'argument souvent, puisque vous êtes contre cette Europe, pourquoi vous présentez à des élections européennes? Bien sûr, et quand nous avions réussi, avant le groupe Europe des Nations et des Libertés, à former un groupe qui s'appelait Identité, Tradition, Souveraineté, que j'avais eu l'honneur de présider. Notamment, d'ailleurs, les journalistes anglo-saxons sont très forts là-dessus.
Mais comment vous allez bénéficier de l'argent de l'Union européenne alors que vous êtes anti-européen? Bon, c'est évidemment un argument parfaitement absurde et fallacieux. D'abord parce qu'il n'y a pas d'argent de l'Union européenne autre que l'argent des contribuables européens. Bon, et parmi ces contribuables européens, il y en a quelques millions qui votent pour nous, et qui jusqu'à ce que nous puissions créer ces groupes ou ces associations, étaient contraints par leurs impôts de payer la propagande de gens dont ils ne partageaient pas les opinions. Bon. Et puis, d'autre part, moi je ne suis pas hostile à l'Europe en tant que réalité géographique ou réalité culturelle, en dépit de la diversité de nos nations. Je crois qu'il y a une civilisation européenne, comme il y a un certain nombre de caractéristiques communes aux civilisations de l'Extrême-Orient, du moins dans la sphère confucéenne. J'ai enseigné ça pendant quelques décennies dans l'université française. Bon, mais c'est pas pour ça qu'on est obligé d'être d'accord avec l'évolution de l'Union européenne, et tout à fait normal que dans un système qui se prétend démocratique et qui l'est malheureusement de moins en moins, il y ait une opposition. Notre position est aussi légitime que l'était la position des députés bonapartistes sous la Restauration. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. N'importe quelle opposition qui serait pour un changement... Ou des députés républicains sous le Second Empire. N'importe quelle opposition qui serait pour un changement, une réforme constitutionnelle, on pourrait lui dire, mais vous n'êtes pas d'accord avec cette constitution-là, donc vous n'avez pas le droit de vous présenter à des élections. Absolument, c'est ce que l'on aurait pu dire aux députés républicains sous le Second Empire. Ils se sont fait élire. On aurait pu dire comment? Vous êtes élu au corps législatif de l'Empire alors que vous n'aimez pas l'Empire? Bon, ben, après le désastre de Sedan, c'est eux qui proclameront la République sur les marches de l'Hôtel de Ville. Très bien. Paris. On va marquer une pause, donc, et on attaquera la deuxième partie sur l'Italie, la Pologne et la France. Donc voilà, on va attaquer la deuxième partie de cette émission. On va un peu parler de la Pologne pour commencer, rapidement, parce qu'on parle moins de la Pologne dans les médias. C'est un peu la même chose que la Hongrie, la Pologne. Oui, alors moi j'ai remarqué que vous avez fait allusion tout à l'heure aux magistrats polonais aussi, hein, qui sont d'anciens communistes. J'ai remarqué d'ailleurs que le Premier ministre hongrois, donc Viktor Orban, ainsi que le président polonais Duda ou son Premier ministre, notamment le Premier ministre, sont d'anciens militants anticommunistes. Oui. Donc ce qui peut-être nous explique leur politique, parce qu'en fait ce sont des gens qui ont vécu qui étaient dans leur jeunesse ont vécu des périodes très difficiles, oui. Et donc ils savent eux ce que ça veut dire dictature communiste, et c'est eux que l'on accuse de ne pas respecter la démocratie et d'être des régimes autoritaires. Vous avez tout à fait raison. Alors ce qui est extraordinaire, moi je dois dire, je suis parlementaire depuis 32 ans. C'était sans doute trop d'ailleurs, mais quand j'étais plus jeune député à l'Assemblée nationale et ensuite au Parlement européen où je siège depuis 30 ans, je n'ai jamais entendu le 10e des critiques que l'on entend aujourd'hui contre ces pays lorsqu'ils étaient communistes. C'était alors que l'Union soviétique à l'époque menaçait nos libertés, qu'il y avait 6000 chars soviétiques à une nuit de route de nos frontières, que toute l'Europe de l'Est était sous la botte communiste, que l'Allemagne était divisée, occupée, séparée par un mur, etc., etc., et que ce système totalitaire représentait un danger évident. Il n'y avait jamais la moindre critique. Alors maintenant, par exemple, que le communisme ne règne plus à Moscou, à Saint-Pétersbourg, alors qu'est-ce qu'on entend contre Poutine, oui, par exemple, bon, que je suis peut-être pas irréprochable, c'est pas le problème, mais c'est à tout bout de champ. Au point de vue liberté, en tout cas, il peut-être ce n'est pas le paradis, mais c'est quand même beaucoup plus de liberté qu'il y en avait sous le régime soviétique. Et sur certains points, il nous en remonterait peut-être, parce que les lois liberticides en France n'arrêtent pas de se multiplier.
Et pareil, en ce qui concerne la Pologne, en ce qui concerne la Hongrie, en ce qui concerne tous ces pays. Oui, notamment, enfin, voilà, ces deux chefs de gouvernement ont vécu, enfin, rappelons, 1956, les chars soviétiques qui écrasent les révoltes de Budapest, Hongrie, de Budapest. En Pologne, le Premier ministre est le fils d'un ancien responsable de Solidarność qui a été martyrisé par le général Jaruzelski, qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Donc tous ces gens ont vécu de vrais régimes totalitaires, et voilà maintenant qu'on les accuse d'être trop autoritaires ou trop pas assez peut-être au goût de certains élus qui dirigent l'Union européenne aujourd'hui. Mais alors, il y a aussi d'autres pays pas assez mondialistes. Pas assez mondialistes. Il y a d'autres pays donc qui ne sont pas des pays d'anciens, de ce qu'on appelle... Enfin, oui, pardon, j'ai oublié de dire, c'est que non seulement on leur fait ces reproches, mais j'entends de temps en temps certains regretter qu'on les ait fait rentrer, ces pays, dans l'Union européenne. Oui. C'est-à-dire, on dit, finalement, les ex-pays de l'Est nous apportent des régimes d'extrême droite, on n'aurait pas dû les faire rentrer. Alors que quand ils étaient communistes, peut-être qu'ils étaient un peu plus indulgents avec eux. Je crois que le problème, c'est pas du tout le régime. C'est vrai que l'adhésion d'un certain nombre de pays de l'Est a posé un problème parce que cette Union européenne est une grenouille qui va se faire aussi grosse que le bœuf et qui risque de finir par éclater, bien évidemment. C'est certain, d'autant plus que il y avait des disparités, évidemment, de niveau de vie, d'où le fameux problème dit du plombier polonais. C'est-à-dire qu'un certain nombre de ressortissants de ces pays, dont le niveau de vie était 2, 3, 4 fois, ou de salaire en tout cas, inférieur au nôtre, venaient avec leur propre salaire et leur propre charge sociale. Et évidemment, cela constituait pour nos artisans, par exemple, une concurrence déloyale. Bon, il y a beaucoup de problèmes. Mais enfin, à partir du moment où ils sont là, ils sont là. Simplement, ils sont là, mais... on leur reproche aussi par exemple, un reproche très, très, très vif à l'égard de ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, qui comprend justement un certain nombre de ces pays d'Europe centrale et orientale, de ne pas accepter l'immigration africaine. Ce qui est stupéfiant, justement, c'est qu'on ne leur reproche pas ce que vous venez d'énumérer, c'est-à-dire les écarts, etc., mais plutôt ça. C'est-à-dire qu'on leur reproche plutôt leurs idées politiques que leur position économique pour laquelle ils n'y peuvent rien. Enfin, ils n'y peuvent rien. Donc c'est ça, on leur reproche surtout leurs opinions. On se dit finalement, on a fait rentrer les réactionnaires dans la bergerie. C'est idéologique, bien sûr, oui. Et on leur reproche de ne pas accepter l'immigration africaine sur leur territoire, mais de façon assez compréhensible, ces pays-là nous disent une chose, ils nous disent, écoutez, nous sommes entrés dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, on nous dit qu'il y a des règles. Oui, il y a une de ces règles qui est la liberté de circulation, notamment, et d'établissement des personnes. Bon, c'est déjà pas évident. C'était pas évident 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ou 15 ans après, plus exactement, de se dire, par exemple, tous les Allemands qui voudront venir s'établir en France pourront le faire sans avoir à demander de visa ni d'autorisation, et inversement, tous les Français qui voudront aller en Allemagne pourront le faire. Bon, il n'y a pas eu de transfert massif de population, parce que la plupart préfèrent rester là où ils sont nés, dans leur pays d'origine. Mais les pays d'Europe de l'Est ont accepté ce système. Mais c'est un système qui était limité à la liberté de circulation et d'établissement des Européens. C'est pas... Et alors, évidemment, quand on leur dit il faut que vous preniez tel quota de migrants originaires de Somalie, d'Érythrée, etc., ils ouvrent des yeux comme ça et disent, écoutez, on n'est pas entré dans l'Union européenne pour cela, d'autant plus que leur proximité plus grande avec le monde musulman, auquel ils ont été confrontés. Je vous rappelle que les Turcs avaient mis le siège devant Vienne, devant Varsovie, avaient occupé les 2 tiers de la Hongrie. Alors justement, parce que... fait que ils sont quand même plus prudents que nous sur ces sujets. Oui, j'ai relevé que le Premier ministre Viktor Orban de Hongrie avait appel à une Europe chrétienne. Donc ça lui est reproché aussi. Voilà, il met en avant l'identité chrétienne de l'Europe, et que certains gouvernements, il me semble que c'était la Slovaquie, avaient dit pourquoi pas, on peut prendre un quota d'immigrés, mais on les veut chrétiens.
concernant, il me semble, les Syriens. Hein. Lorsqu'il y a eu une vague de migrants venant de Syrie, ils ont dit oui, pourquoi pas, mais on veut des Syriens. On leur a beaucoup reproché ça. C'est-à-dire que finalement, on voit bien, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais que ce qui les importe le plus, c'est pas une question de charité vis-à-vis des immigrés, puisque on reproche à certains de vouloir prendre des immigrés quand même, juste parce qu'ils les veulent chrétiens et pas musulmans. Donc en fait, on a l'impression qu'ils veulent forcer le multiculturalisme. Dans la perspective mondialiste, il ne faut pas qu'il y ait d'identité nationale, d'identité spirituelle, d'identité familiale, d'identité sexuelle. C'est la négation, le dogme de la négation des identités. Voilà. Il faut absolument parvenir à un homme nouveau, parfaitement interchangeable. Donc l'accusation de manque de charité et d'égoïsme ne tient pas, puisque lorsqu'on dit pourquoi pas on voudrait bien être un peu charitable et recevoir des réfugiés politiques, ça ne leur suffit pas, puisqu'ils veulent... Oui, mais outre le fait d'ailleurs qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur les réfugiés, parce que j'étais d'ailleurs à l'Assemblée nationale récemment, où on a le bon goût de m'inviter en tant que parlementaire européen à la Commission des affaires européennes. J'entendais un rapport qui était fait sur les perspectives de réforme du droit d'asile, où on ne réformera rien du tout. On considère d'office que peuvent demander l'asile des ressortissants de pays où nous envoyons nos soldats se faire tuer. Et pendant le même temps, nous acceptons que des jeunes hommes, par exemple en Afghanistan, viennent en quelque sorte chez nous pour fuir la guerre. Mais moi, je suis désolé, mais quand la guerre a éclaté en août 14 en France, mon grand-père s'est pas réfugié en Suisse. Oui, il s'est engagé dans l'armée de son pays pour le défendre. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'ailleurs, vous connaissez les chiffres, parce que ça, on n'en parle jamais, puisqu'on parle des réfugiés, par exemple, chrétiens de Syrie ou d'Orient, de façon générale d'Irak, le pourcentage de chrétiens qui arrivent de manière illégale en Europe, il est presque égal à 0. C'est-à-dire les chrétiens d'Orient qui sont arrivés en Europe sont tous arrivés légalement. Avec beaucoup de difficultés, parce que c'est très difficile de quitter légalement ce pays. Il est presque proche de 0. Ils ne viennent pas illégalement. Et ce sont les autres qui viennent de façon un peu en forçant la porte. Donc, alors passons peut-être un peu aux pays d'Europe occidentale ou des pays qui ne faisaient pas partie du bloc de l'Est, où il y a eu, comme je l'ai dit au début de cette émission, des gouvernements plus ou moins dits nationalistes, on peut les qualifier, enfin je n'aime pas trop ces termes un peu qui ostracisent, mais donc il y a eu des expériences en Italie, beaucoup plus en Autriche, dans les années 2000, si je me souviens bien. Viktor Orban lui-même avait été élu en 98, enfin, il avait dirigé un gouvernement. Oui, il faut savoir que Orban, au départ... c'est un conservateur. C'est un conservateur, et les députés d'Orban siègent à l'intérieur du groupe majoritaire démocrate chrétien, qu'il devrait quitter, je pense, logiquement, parce que la plupart nombreux sont députés de ce groupe démocrate chrétien, ont voté contre la Hongrie, ont voté le rapport contre la Hongrie, ou se sont abstenus. Mais s'abstenant, ils ont permis au texte de passer parce qu'il y avait une majorité qualifiée des 2/3 pour qu'il passe et qui a été atteinte de justesse. Je voudrais stigmatiser quand même, je ne suis pas venu ici dans un esprit partisan, mais l'attitude des députés républicains français, qui dans leur majorité se sont abstenus, plusieurs même, comme M. Cadec ou d'autres, ont voté ce texte inouï contre la Hongrie. Et seuls, je crois, 3 d'entre eux ont eu le courage de voter contre. Vous disiez tout à l'heure que pendant les campagnes électorales, on allait nous reprocher de nous rattacher à des idées qui sont condamnées par la majorité du Parlement européen. Cette condamnation ne nous fait ni chaud ni froid, mais je peux vous dire que je retourne le problème à l'envers, c'est que nous utiliserons certainement comme argument de campagne l'attitude de nos concurrents et de nos adversaires qui ont on entend les rodomontades de M. Wauquiez
par exemple pour la défense de la souveraineté nationale, etc. Bon, puis on s'aperçoit que les députés de son parti au Parlement européen font l'inverse. Nous allons... les votes ont été inscrits, on sait ce que chacun a voté. Sûr, oui. Par conséquent, c'est indiscutable et nous allons certainement en parler. Oui, mais alors, en ce qui concerne les pays... Alors, il y a l'Italie, donc on pointe aussi du doigt de plus en plus. Écoutez, pour le moment, l'Italie... Monsieur Salvini, qui est un ami, qui m'a d'ailleurs fait, parce que j'ai organisé une petite réception à l'occasion des 30 ans de vie parlementaire, m'a envoyé un message extraordinairement chaleureux, et vice-président du Conseil, ministre de l'Intérieur, c'est une personnalité... dont la cote de popularité a doublé depuis qu'il est... Absolument, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de crise institutionnelle. Parce que le président de la République italienne, qui n'est pas de ce bord-là, mais sait très bien que si il provoquait une crise de régime et s'il y avait une dissolution anticipée de la Chambre des députés italienne, Salvini pourrait rafler la majorité à lui tout seul. Par conséquent, ça a puisque sa cote de popularité a doublé. Donc. Voilà, ça a contribué considérablement à calmer le jeu. Alors, il y a pour le moment la question de leur budget. Alors là, il est question de sanctions aussi contre l'Italie. Mais ce sont des sanctions financières qui s'appliqueraient parce que les Italiens envoient par-dessus bord l'austérité à laquelle ils étaient contraints jusqu'à présent du fait qu'ils font partie de la zone euro. Alors on les accuse Alors il y a un bras de fer avec la Commission. On les accuse d'être responsables d'un éventuel écroulement de l'euro ou écroulement de l'économie européenne. Enfin, qui n'a pas eu lieu, hein, mais on prévoit le pire, ça fait des mois qu'on l'entend. Oui, écoutez, pour le moment, on n'a rien vu de tel, en tout cas. Il y a un bras de fer avec la Commission, mais c'est sûr, vous savez, dans ce domaine économique, il y a aussi beaucoup de prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'évidemment, à partir du moment où on dit si le budget italien est en déficit, l'euro va s'écrouler, l'euro va s'écrouler, l'euro va s'écrouler. Si on répète ça tous les jours, le jour où le budget italien est effectivement présenté en déficit contre la volonté de la Commission européenne, ben, ça aura un effet négatif sur les marchés. Mais c'est ce que souhaitent les adversaires de Salvini, parce que l'un d'entre eux, un commissaire européen, a dit que les marchés n'allaient pas tarder à ramener M. Salvini à la raison. En augmentant le taux, c'est-à-dire on le menace d'une augmentation du taux sur la dette italienne. C'est-à-dire il paierait sa dette avec un taux beaucoup plus élevé, ce qui ruinerait son économie et en même temps... Écoutez, pour le moment, ils prennent leurs responsabilités. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient revu leur copie. Contrairement à ce que leur demandait la Commission européenne, il y a un bras de fer qui va s'engager, on va voir. Mais moi, je vais vous poser une question. Vous qui avez une expérience au Parlement européen et face à ces gens, est-ce que vous pensez qu'ils prendraient le risque parce qu'on voit bien qu'ils veulent, pour faire chuter un gouvernement, ils sont capables de faire la politique du pire. Est-ce que vous pensez qu'ils prendraient le risque, pour faire chuter le gouvernement italien, d'augmenter considérablement le taux d'intérêt sur la dette en euros, ce qui pénaliserait par la même occasion la dette française, enfin tous les autres pays, peut-être sauf l'Allemagne, mais en tout cas la France au premier chef. Est-ce qu'ils prendraient ce risque-là, qui par la même occasion ruinerait tous les pays, beaucoup de pays européens? Je ne sais pas. Ou ça resterait une menace? Je suis complotiste d'une certaine façon, encore qu'il n'y a pas besoin de croire au complot, puisque tout ça se déroule sous nos yeux. Et l'aveu qu'a fait ce commissaire européen montre bien qu'il mettait ses espoirs dans une pression que les marchés financiers exerceraient sur le gouvernement italien. Ça peut se retourner contre eux. Bon, mais ça peut se retourner contre eux, absolument. Donc, que sera la conjonction, que sera l'efficacité de tout cela, je ne sais pas. Alors, en Autriche, il faut remarquer que nos alliés, et je m'honore d'avoir été l'un des premiers, parce que c'était pas si évident que ça au départ, que ce soit avec la Ligue, le parti dont fait partie Salvini, que ce soit avec les Autrichiens du parti libéral, du parti de la liberté, Partei Österreich, on voit que la désinformation fonctionnait de façon telle que les uns comme les autres, patriotes, se regardaient en chien de faïence et avaient peur d'entrer en relation, de crainte que sur le plan médiatique intérieur, ça ne leur nuise. Donc il a fallu faire tomber un certain nombre de barrières.
Et moi, à l'époque, je n'étais pas le seul, c'était Jean-Marie Le Pen aussi, bien sûr, mais nous y sommes employés. Et avec la Ligue, au départ, le président de la Ligue, Bossi, nous était plutôt hostile. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Avec Salvini, il n'y a plus aucun problème. Pareil avec les Autrichiens à l'époque de Haider. Et grâce aux liens patients que nous avons tissés, plusieurs déplacements à Vienne, etc., aujourd'hui, je crois qu'il y a une très bonne entente entre M. Strache, qui est le jeune leader de ce parti, et Marine Le Pen. Et je m'en réjouis. Alors, il faut savoir que le FPE a été à 2 doigts de gagner l'élection présidentielle. Oui. En Autriche, et qu'à l'heure actuelle, il est dans la majorité gouvernementale. Voilà, c'est ça, qui est dirigé par la majorité gouvernementale. Ça ressemble un peu au gouvernement hongrois, puisque le Premier ministre est un jeune conservateur, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un peu plutôt proche de Orban que de... Un conservateur qui fait alliance avec les patriotes. C'est ça, exactement. Plutôt, qui ressemble plus à Viktor Orban qu'à Vauquier. Tout à fait. Et donc, mais en Italie aussi, peut-être peut-on rappeler aux téléspectateurs que Bossi, à l'époque, la Ligue ça s'appelait la Ligue du Nord, était un mouvement régionaliste. C'était un mouvement régionaliste, presque séparatiste. Voilà, qui a évolué, qui s'appelle maintenant la Ligue, et qui a beaucoup évolué sur le plan national italien. Alors, qui a mûri, indiscutablement, oui. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais parler un peu de votre mouvement et des élections qui arrivent. On entend depuis très longtemps que les élections européennes, c'est juste pour se défouler, et que c'est pour ça que certains partis, comme à l'époque le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, feraient de bons scores, et que ça n'a pas beaucoup d'importance. On a l'impression que finalement c'est un vote défouloir qui ne sert à rien. Mais vous, encore une fois, qui avez siégé dans cette assemblée pendant des années, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de pouvoir, ne serait-ce que, peut-être pas sur l'exécutif, mais ne serait-ce que sur le plan médiatique, le plan de l'influence, sur le plan de l'influence politique? Il faut serrer les problèmes, si j'ose dire. Que le vote européen soit un vote défouloir, je souhaiterais qu'il le soit. Je vous le dis très clairement. Sans complexe. Sans complexe, sans complexe. Parce que je crois qu'il y a des sujets de mécontentement, et il faut que ces sujets de mécontentement s'expriment. Et je pense qu'il faut qu'ils s'expriment dans les urnes, parce que ce sera toujours plus pacifique que s'ils s'expriment dans la rue, avec des risques d'affrontement. Et par conséquent, je vois des gens... j'ai vu au cours d'élections européennes précédentes des gens qui croient exprimer leur mécontentement en s'abstenant, ce qui est la chose la plus stupide au monde. Parce que les tenants du pouvoir sont ravis si les mécontents s'abstiennent. Ce que les tenants du pouvoir craignent, c'est que les mécontents aillent voter et les débarquent. Bon, donc je souhaite que ce soit le cas la prochaine fois. Voilà. Première chose. Deuxième chose, en ce qui concerne les pouvoirs de l'institution. Alors, il faut savoir que l'Union européenne légifère absolument sur tout. Que là, je vais partir, vous quittant, je pars directement pour prendre mon train à la gare de l'Est pour Strasbourg. En 4 jours à Strasbourg, on va voter autant de textes qu'en 6 mois à l'Assemblée nationale française. Et ce que fait l'Assemblée nationale française pour les 2/3, si ce n'est même davantage, c'est simplement de transposer dans nos textes législatifs les directives européennes, les lois cadres européennes, etc. Alors, par conséquent, c'est très important. Et on ne s'aperçoit pas de cela. C'est le 3e point sur le plan médiatique. Parce que malheureusement, ce qui se passe dans ce Parlement, à de très rares exceptions près, là, on a un peu parlé de la Hongrie, on avait un peu parlé de l'histoire du plombier polonais, etc. Mais d'une façon générale, ce qui se passe dans ce Parlement européen est très peu médiatisé. Et c'est un tort. Parce que c'est important, mais il est vrai que comme la tendance désastreuse de l'Union européenne consiste à vouloir légiférer sur tous les aspects économiques, politiques, sociaux, culturels, sexuels de la vie de 500 millions d'Européens, les débats s'enchaînent sur des textes parfois complexes ou abscons, ou dont on ne voit pas tellement l'utilité, et par conséquent, ça n'est pas médiatisé. Autrement dit, cette espèce de captation de pouvoir
qui s'effectue pour l'essentiel à l'insu de nos compatriotes. Nos compatriotes, ils ont toujours l'impression, ils voient, par exemple, si vous regardez France 3, la télévision, les séances au gouvernement, vous verrez que comme chaque jour, le président de l'Assemblée nationale quitte l'hôtel de Lassay, qui était l'hôtel du marquis de Lassay, l'amant de la princesse de Bourbon, est fait sous dans cette très majestueuse galerie le même trajet que faisait le marquis de Lassay pour aller rejoindre la princesse, entre deux haies de gardes républicains sabre au clair qui battent le tambour jusqu'à ce qu'ils gagnent le perchoir. Alors tout ce décorum républicain nous fait croire que nous sommes encore indépendants, souverains, et que c'est nous qui décidons de notre législation. Mais c'est malheureusement de moins en moins vrai. Alors là, il y a vraiment une échéance très importante, parce que la majorité peut changer. Voilà, c'est ce que j'allais vous poser. Vous m'avez devancé, je voulais savoir, est-ce que vous pensez sérieusement, d'ailleurs, on se demande d'ailleurs si la panique de vos adversaires, parce qu'on voit bien qu'ils paniquent. Ils paniquent, ils commencent à prendre des décisions de plus en plus totalitaires. On a parlé des sanctions, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas une chance que des élus de votre bord au niveau européen, votre groupe et d'autres groupes peut-être avec lesquels vous ferez alliance, gagnent la majorité? Et si ça arrive, si vous pensez que ça peut arriver sérieusement, c'est que les chances sont sérieuses, qu'est-ce qui pourrait changer? Ah ben, on bloquerait la machine à broyer les peuples. C'est-à-dire qu'évidemment, à partir de ce moment-là... Par rapport à la Commission européenne, par rapport au Conseil... D'abord, si nous avons la majorité, nous l'accepterons, car le président de la Commission est certes proposé par le Conseil européen, mais il doit être validé par le Parlement. Donc nous n'autoriserions qu'un président de la Commission conforme à nos vœux, lequel nommerait des commissaires... En fait, comme le système Premier ministre, Assemblée nationale, exactement. À peu de choses près, bien sûr, premièrement. Deuxièmement, nous arrêterions cette inflation considérable de textes législatifs, réglementaires, qui font que l'on accable de normes, de règles, de lois, de contraintes un espace européen dans le temps même où on l'ouvre à la concurrence de pays extra-européens qui, eux, n'ont ni les mêmes règles, ni les mêmes lois, ni les mêmes normes, ni les mêmes contraintes. Donc, nous changerions complètement ce système. Voilà. Nous allégerions, au contraire, ces contraintes sur le marché intérieur et nous renforcerions la protection sur le pourtour à l'égard des flux de personnes indésirables. Je veux parler de l'immigration massive et incontrôlée, des flux de marchandises fabriquées dans des conditions de dumping à l'égard du reste dans un certain nombre de pays du tiers-monde, par une main-d'œuvre en état de quasi-esclavage, et des flux de capitaux qui font des raids sur ce qui nous reste d'appareils productifs. Par conséquent, ça changerait beaucoup de choses. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas certain. Ce qui me paraît certain, c'est qu'il y aura au moins une poussée de ce que nos adversaires appellent les populistes. Mais moi, je veux bien revendiquer l'épithète de populiste, elle ne me fait pas peur. Et chaque fois qu'on me traite de populiste, que nos adversaires nous traitent de populiste, je leur dis, mais en utilisant ce vocable, vous reconnaissez que vous, pour votre part, vous êtes complètement coupé du peuple. Vous savez qu'ils s'en rendent compte, et certains commencent à dire, il ne faut plus utiliser le mot populiste, ils se rendent compte de la chose. Donc si je comprends bien, ces élections sont aussi importantes que des élections législatives, même peut-être plus. Absolument. Et on ne s'en rend pas compte, parce qu'on n'arrête pas de banaliser. Voilà. Non, parce que très peu de ce qui se passe au Parlement européen est compris, et d'autre part, la plupart de nos compatriotes ne connaissent pas les mécanismes de transposition des règles de droit européen dans le droit français, et s'illusionnent par le fait que cette transposition n'est pas automatique, elle passe par l'Assemblée nationale, mais qui n'a qu'un pouvoir de réécriture et de traduction. D'accord. Et est-ce que, dernière question avant de terminer cette émission, est-ce que vous serez candidat à nouveau, ou vous ne savez peut-être pas, je ne sais pas? Écoutez, durant les quelques jours, semaines, mois, années, je ne sais pas, c'est à Dieu qu'il appartient d'en décider, qu'il me reste à vivre, je ferai volontiers autre chose que d'être député d'opposition au Parlement européen. Je vais vous faire, ça va paraître absurde et peut-être même et prétentieux, cela m'amuserait de conduire la liste. D'accord. Parce que là, il y aurait un challenge, mais je ne suis pas le seul sur les rangs. Il y a d'autres personnes de qualité. Et si je le faisais, ce serait dans la perspective
de devenir président du Parlement européen. Mais député européen d'opposition, c'est un rôle tout à fait nécessaire en démocratie. Je l'ai tenu, je crois, avec honneur, avec assiduité, avec pugnacité, mais j'aspire maintenant peut-être à faire autre chose et sans abandonner le combat. Mais parce que je crois que le combat, il est aussi doctrinal, intellectuel, spirituel, et je voudrais écrire tout ce que je sais et que j'ai envie de révéler à nos compatriotes. Très bien, merci en tout cas, bonne chance et bon courage pour vos futurs combats. Merci Bruno Gonis d'avoir accepté notre invitation, merci chers téléspectateurs de nous avoir regardés et à bientôt.